Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, la colère paysanne s'invite à Paris alors qu'un accord UE-Mercosur est imminent. Nous reviendrons également sur la saisie d'un navire russe par les Américains dans l'océan Atlantique, ce qui renforce encore un peu davantage les tensions internationales. Et enfin, nous évoquerons le coup de force de Donald Trump contre le Venezuela avec, en quelques semaines, l'affirmation d'une doctrine Donroe. Les agriculteurs en colère à Paris. La coordination rurale s'est mobilisée notamment devant l'Assemblée pour faire savoir son mécontentement vis-à-vis du Mercosur et de l'abattage de bêtes. Les paysans à Paris. Ce jeudi, la mobilisation des agriculteurs français a culminé dans la capitale menée par la coordination rurale. Malgré une interdiction préfectorale, une centaine de tracteurs ont forcé les barrages pour rejoindre la capitale, se positionnant devant l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel et l'Assemblée nationale. Les revendications des manifestants sont multiples, avec l'accord UE-Mercosur accusé de concurrence déloyale et la gestion de l'épizootie de dermatose nodulaire bovine. Mais pour beaucoup de paysans, cette révolte dépasse la seule question de l'agriculture et s'inscrit dans un enjeu de souveraineté, comme le rappelle ce paysan de Haute-Marne mobilisé devant le Palais Bourbon. On se bat pour les mêmes choses, on se bat aujourd'hui pour tout le monde. La première chose aujourd'hui, nous qu'on demande en tant qu'agriculteurs-éleveurs, c'est déjà l'arrêt de l'abattage de la DNC. Parce que des gens dans des bureaux qui décident qu'ils n'ont jamais mis une paire de bottes, il faut arrêter. On n'entend pas les animalistes aujourd'hui venir alors qu'on abat pour une bête, on en abat 200 qui n'ont rien demandé. Nous, on nous traite tous les ans par des gens, qu'on maltraite nos bêtes alors qu'on les élève dans la propreté. On leur donne à manger, on fait tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, on vient chez nous les abattre, même en les gazant jusque dans nos fermes. Ce qui est vraiment inadmissible. En plus de ça, la MACF et bien sûr le Mercosur. Et c'est à tous les Français que je parle aujourd'hui. C'est que le Mercosur, c'est la souveraineté alimentaire du pays. Si on n'a plus de souveraineté alimentaire du pays aujourd'hui, on est foutu. Et il en faut une, de la souveraineté, il en faut. Quand on devra faire venir que de la viande d'Argentine, mais même d'un autre pays, si demain on signe avec un autre pays, comment on fera quand il n'y aura plus de paysans qui ne sauront plus faire du blé, de l'orge pour faire de la farine? Et j'en parle encore pas des pommes de terre et des légumes. Un appel à la mobilisation au-delà du monde agricole, relayé aussi par Florian Dillenseger, un Alsacien qui est également présent sur les réseaux sociaux et qui a fait le déplacement à Paris pour l'occasion. Et c'est important de montrer que l'influence du patrimoine, c'est pas que les réseaux sociaux, que c'est pour du vrai, qu'il y a de la pratique aussi, qu'on est paysans dans le cœur et surtout que les gens qui ne sont pas paysans et qui aiment nos valeurs de paysans, nous rejoignent dans le mouvement parce qu'aujourd'hui c'est capital, s'il n'y a plus de paysans, il n'y a plus de pays. La mobilisation, elle commence sur les réseaux, en montrant qu'on n'est pas content, mais ça suffit pas. Au bout d'un moment, il faut sortir dans la rue, montrer qu'on en veut, montrer qu'on veut que les choses changent pour le mieux. Devant le Palais Bourbon, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, est descendue de son perchoir et a été huée, sifflée et visée par une petite boule de neige au cri de « démission ». L'édile macroniste a finalement rencontré les syndicats à 14h. Le gouvernement dénonce des actions illégales et inacceptables via sa porte-parole Maude Bréjon, qui s'est trouvé bien embarrassé quand un journaliste du service public lui a évoqué le désaveu politique pour son camp. Si vote il devait y avoir, c'est la ratification par le Parlement européen. Et là encore, les députés européens, on a eu une élection européenne en France en 2019. Vous voyez bien que la France n'a pas réussi à imposer les députés européens, autant qu'avant, les députés européens auront une responsabilité majeure dans ce vote, et il n'est absolument pas acquis aujourd'hui qu'il y ait une majorité au Parlement européen. Or, cette majorité est en réalité tout à fait acquise et les macronistes pourront, une fois le texte voté, se cacher derrière l'aspect démocratique du vote qui demeure un vote européen. Le fossé se creuse entre l'exécutif et des paysans qui haussent le ton, tout en rappelant que eux ne sont pas des casseurs, mais ceux qui nous nourrissent. Il faut que dans ces grands bâtiments-là, parce que nous on a des fermes qui tiennent avec du bois, ils sont dans les grands bâtiments en pierre, les bâtiments en pierre on sait les casser s'il faut. Mais il y a un moment on va y arriver. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure à d'autres médias, nous, vous pouvez demander à des gendarmes qui ont fait des manifestations agricoles, ils n'ont jamais été aussi heureux que dans une manif agricole. On est pacifistes, on est gentils. Sauf qu'il y a un moment, nous on est tout en bas, une pyramide elle est comme ça. Si on remue la merde en bas, ils vont ressentir les odeurs en haut. Et à un moment, les narines, ils vont en prendre plein la gueule. Une colère et des revendications multiples qu'a également exprimé Pierre-Guillaume Mercadal, éleveur forestier de Mangalica, des porcs laineux. À la question « Que réclamez-vous ?», sa réponse est nette. Ce qu'on réclame, l'arrêt du délire de Madame Genevard avec les abattages pour la DNC, la fin ou des mesures pour lutter réellement contre la concurrence déloyale, avec des vrais choix concrets.
On sait qu'on n'obtiendra pas le Frexit aujourd'hui, mais si on avait déjà une exception agriculturelle, un moratoire sur les produits français, Dieu sait quoi, des mesures, ils peuvent en prendre plein. Hein. On les paye pour ça. En fait, on est venu là en fait, parce qu'on les paye pour faire autre chose que nous trahir. Donc ce serait bien qu'ils fassent autre chose que nous trahir en fait. Au milieu des paysans mobilisés, l'écrivain Philippe Murer était aussi présent, dénonçant pour sa part les atteintes graves portées aux agriculteurs français. Bien sûr, on sait que le Mercosur, il est imposé par l'Union européenne et que Macron n'a pas les voix, mais maintenant c'est au gouvernement d'aller devant l'Union européenne et de dire on signera pas le Mercosur, on tuera pas nos paysans, on tuera pas nos éleveurs. Le grand défaut du projet, c'est que l'agriculture brésilienne est hyper compétitive, avec des salariés à très bas coût, qu'elle se construit en déforestant l'Amazonie, avec des fermes-usines gigantesques, et en plus avec des hormones interdites cancérigènes et des facteurs de croissance. Voilà. Et de toute manière, les Brésiliens ne vont pas changer leur façon de produire. Donc ils vont nous envoyer les produits ici, ça passera par Rotterdam, ça viendra en France, et on n'aura aucun moyen de contrôler, on n'a jamais réussi à contrôler ça. 25% des aliments venant de l'étranger vendus en France sont des aliments qui ne sont pas conformes aux normes françaises. Donc c'est dangereux pour les paysans, pour la santé des Français, et c'est un danger mortel pour les paysans. C'est une absurdité totale ce traité. Et je parle du bœuf, du poulet, mais on pourrait parler aussi des céréales, du sucre et de beaucoup d'autres filières agricoles qui sont menacées. Le Venezuela, toujours au cœur de l'actualité internationale, avec en toile de fond l'affirmation d'une certaine doctrine Donroe. Explication avec Édouard Chano. Les dirigeants européens n'ont pas été les seuls à être sidérés par le coup de force de Donald Trump. Son opération au Venezuela obtient contre toute attente un soutien de la droite américaine qui réclamait pourtant à son élection l'abandon de l'interventionnisme et des changements de régime. Selon les études d'opinion, les Américains restent profondément divisés face au kidnapping de Nicolas Maduro. Selon un sondage Reuters Ipsos mené les 4 et 5 janvier, ils se divisent à 3 parts égales entre partisans, opposants et indécis. Mais, point crucial, toujours selon la même source, les électeurs républicains l'approuvent à une grande majorité à 65% et seulement 6% contre. Une victoire pour Trump, d'autant plus qu'il n'y a pas si longtemps, en septembre 2025, 34% des républicains, selon YouGov cette fois, se disaient défavorables à l'emploi de la force militaire contre le Venezuela. Et depuis l'opération Absolute Resolve, rares sont ceux parmi les figures de la base MAGA à avoir contredit Donald Trump. Marjorie Taylor Greene l'a fait, mais l'ex-représentante de Géorgie, en désaccord depuis plusieurs mois avec le président, a officiellement quitté le Parlement le 5 janvier, après l'avoir annoncé il y a quelques semaines. L'influenceuse Candace Owens, elle aussi devenue très hostile à la présidence Trump, dénonçait sur X le 3 janvier la prise de contrôle hostile d'un pays menée par la CIA à la demande de psychopathes mondialistes et sous les applaudissements des sionistes. Mais d'autres poids lourds de la mouvance ont tenu un tout autre discours. La démonstration de force a, semble-t-il, flatté l'orgueil américain. Ainsi, le 4 janvier, au lendemain de l'opération, l'ancien conseiller Steve Bannon, dans son podcast, en louait la prouesse militaire tout en craignant un bourbier à venir, un scénario depuis lors écarté. Le journaliste Tucker Carlson, pourtant très critique de tout changement de régime, s'est dit le 6 janvier dans un podcast visionné par 3 millions de fans en 24 heures sur X, reconnaissant de la sagesse de Trump de ne pas avoir renversé l'ensemble du gouvernement. Eh bien, je vais simplement vous dire ce pourquoi je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant de la sagesse avec laquelle on n'a pas renversé tout le gouvernement. Non pas que je soutienne le gouvernement, mais nous avons des précédents clairs en Irak, en Libye et en Syrie. Il pourrait être très difficile de remettre les choses en ordre. Le fait qu'il semble soutenir Delcy Rodriguez, non pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'il privilégie la stabilité au chaos, ils maintiennent la structure en place tout en veillant à ce qu'elle soit pro-américaine. Cela me semble une approche beaucoup plus sage. Cela me calme un peu. À n'en pas douter, le raid musclé mais bref à Caracas mobilise moins la base MAGA que l'affaire Epstein ou le soutien à Israël. Trump a visiblement tenu compte des lignes rouges de la base tout en l'influençant en retour. En 3 jours, l'opinion républicaine et même son courant isolationniste ont donc de facto avalisé un basculement sous couvert de lutte contre un narcotrafic hypothétique. Ainsi, Trump a-t-il posé les modalités d'un nouvel interventionnisme américain, mais Alain de Benoît, fondateur de la revue Éléments, refuse d'y voir une action sage. Non, je ne la trouve pas sage du tout. Elle est brutale et quelle que soit l'opinion que l'on ait à propos de Maduro,
ce qui n'est pas à mon avis l'essentiel. Elle marque une rupture définitive, aussi définitive que possible, avec ce qui a précédé. On sort complètement de l'ordre international qui avait été instauré dans le monde après 1945. Donc je ne la trouve pas sage, d'autant plus que nous ignorons encore totalement ce qui va se passer sur place. Si Trump avait été animé des meilleures intentions, la première chose qu'il aurait faite, c'était d'exiger que se tiennent des élections libres au Venezuela, car finalement, le Venezuela n'appartient ni à Trump ni à Maduro, mais au peuple vénézuélien. Or, il s'est tout à fait gardé de cela, et on murmure que Marco Rubio pourrait devenir le proconsul du Venezuela. Donc, ce qui va se passer au Venezuela, on n'en sait rien. Dans l'absolu se dessine la doctrine Donroe, mise à jour par Donald Trump, de la politique du président James Monroe, qui en 1817 avait proclamé une réponse protectrice aux indépendances latino-américaines face à une Espagne déclinante. Cette revendication de la doctrine Monroe justifie aujourd'hui abusivement l'impérialisme de Donald Trump du Sud au Grand Nord et jusqu'en Europe. C'est une revendication hors de propos, mais la vérité oblige à dire que les prédécesseurs de Trump ont fait la même erreur que lui, une erreur sans doute volontaire. Car il suffit de se reporter au célèbre discours de Monroe pour voir que l'objectif de cette doctrine était très simple. Il s'agissait d'interdire et de prévenir les interventions des puissances européennes sur le continent américain. Il ne s'agissait pas du tout d'intervenir ailleurs dans le monde. Au contraire, Monroe disait explicitement, dans la grande tradition isolationniste américaine d'ailleurs, que les Américains devaient se tenir à l'écart de ce qui se passait en Europe et ailleurs dans le monde. C'est la raison pour laquelle un auteur comme Carl Schmitt écrit à plusieurs reprises que l'Europe devrait se doter de sa propre doctrine Monroe, c'est-à-dire d'adopter en principe que les puissances étrangères à l'Europe ne puissent pas intervenir en Europe. La doctrine Donroe jouera tour à tour en faveur et en défaveur des Européens qui pourraient quelquefois bénéficier des attaques de Donald Trump visant par exemple Bruxelles, mais payer aussi l'appétit vorace et insatiable de l'Empire américain. Les États-Unis bousculent le monde chaque jour un peu plus. Mercredi, la marine américaine a saisi 2 navires, dont un battant pavillon russe en pleine eau internationale. Nicolas de Lamberterie. Après le kidnapping d'un chef d'État en exercice dans son palais, les États-Unis s'essayent désormais à ce que certains pourraient assimiler à de la piraterie en eau internationale. En effet, dans la journée du mercredi 7 janvier, la marine américaine a arrêté et saisi 2 navires, dont un navire pétrolier circulant sous pavillon russe. Pourchassé et recherché par les Américains depuis plusieurs semaines, ce navire était réapparu sur les radars il y a quelques jours dans l'océan Atlantique. Ce navire, qui se trouvait en Iran en août 2025, avait tenté de se rendre au Venezuela en décembre, avant de rebrousser chemin en raison du blocus américain du pays. Il avait alors disparu des écrans radars et était réapparu sous pavillon russe en janvier. Pour rappel, un navire a le droit de changer de pavillon, mais de toute évidence, cet aspect juridique n'a pas empêché les Américains de se mettre à sa recherche et à sa poursuite. Il a finalement été saisi ce mercredi par la US Navy près de l'Islande. Les autorités russes, en pleine pause du fait du Noël orthodoxe, ont certes protesté et demandé que l'équipage russe du navire soit traité avec dignité. La protestation russe semble toutefois avoir été plus formelle que très énergique. Notons d'ailleurs que le tanker sous pavillon russe était accompagné d'un sous-marin et que l'incident aurait pu dégénérer si les Russes avaient choisi de riposter. Difficile de savoir exactement les raisons qui ont conduit les Américains à vouloir appréhender à tout prix ce navire qui circulait à vide. Était-ce pour réaffirmer leur volonté de contrôler et régenter le Venezuela, comme l'a redit Trump après le kidnapping de Nicolás Maduro ? Était-ce pour faire monter d'un cran le rapport de force avec les Russes ? Le navire a-t-il été volontairement capturé près de l'Islande, et donc non loin du Groenland, pour disposer d'un argument supplémentaire pour faire pression sur les Européens quant à leur prétention d'acheter ou d'annexer le Groenland ? Peut-être est-ce un peu tout cela à la fois. Toujours est-il que ce énième événement rappelle plusieurs points importants. D'une part,
les forces armées américaines restent extrêmement puissantes et polyvalentes pour pouvoir mener des opérations comme celles que nous avons observées ces derniers jours. Même si les États-Unis ne pourraient probablement plus encaisser le choc d'un engagement massif au sol, en revanche, ils disposent toujours, plus que quiconque, des capacités de projection pour réaliser des missions spectaculaires. Par ailleurs, les Américains rappellent une nouvelle fois à la face du monde entier leur conception originale du droit, avec ce principe de l'extraterritorialité du droit américain. En langage clair, cela veut dire que les États-Unis entendent faire appliquer à l'univers entier leurs propres lois. À titre d'exemple, il faut se souvenir de l'amende de près de 10 milliards de dollars infligée par un tribunal américain à la banque française BNP Paribas pour avoir commercé avec des entités placées sous sanctions américaines. Dès lors, BNP avait deux choix simples. Soit accepter le racket et payer l'amende, soit se voir supprimer sa licence bancaire et donc disparaître purement et simplement du jour au lendemain. C'était en 2014, sous administration démocrate. Plus d'une décennie plus tard, les États-Unis disposent toujours du même droit de vie ou de mort sur toute entité, voire tout individu. L'été dernier, un juge français de la Cour pénale internationale se voyait placé sous sanction américaine et se retrouvait par ricochet interdit bancaire sur la presque totalité du globe. Et c'est bien sur ce genre de joker que comptent les Américains pour dicter leurs lois à une partie du monde et essayer de reprendre du terrain dans leur course économique face à la montée de l'Asie. À ce petit jeu, ce sont les Européens qui sont les cibles privilégiées de l'impérialisme américain, puisqu'ils se font faire les poches à intervalles réguliers. Et de toute évidence, la construction dite européenne ne constitue en aucun cas un rempart face au vampirisme américain. Dernier exemple en date, l'Union européenne est sur le point de céder aux États-Unis les données biométriques de plusieurs millions de ses citoyens. En effet, Washington exerce un chantage sur Bruxelles, menaçant de réintroduire un régime de visa si l'Union européenne ne cède pas ses données aux Américains. Et sans surprise, l'Union européenne a de nouveau cédé. Cette agressivité inédite des États-Unis finira-t-elle par déboucher sur les résultats escomptés? Ou au contraire, augmentera-t-elle la défiance du monde contre ce pays? Cette stratégie de faire tapis de Trump pourra-t-elle avoir lieu sans que cela ne conduise à un incident militaire majeur dans le monde? Autant de questions passionnantes et angoissantes qui vont assurément animer l'année 2026. L'actualité en bref en France. Nouvelle guerre des gangs de l'immigration à Marseille. Le conflit oppose cette fois la DZ Mafia, largement algérienne, au clan des Blacks de Félix Pilla, un groupe de narcotrafiquants comoriens, contrôlant un point de deal lucratif dans le 3e arrondissement. Selon des sources policières et judiciaires, la DZ Mafia, alliée à un narcotrafiquant en fuite nommé Kamel M, vise à éliminer ses rivaux pour s'emparer de ce territoire, générant 30 à 40 000 euros par jour. Depuis fin 2025, 9 homicides ou tentatives ont été recensés avec des fusillades en cascade. Le 30 novembre, 2 tireurs ont visé des jeunes comoriens. Le 20 décembre, un proche de la DZ a été exécuté en représailles. Et le 24 décembre, un homme a été blessé au thorax. En 2023 et 2024, la DZ Mafia s'était ainsi débarrassée de la Yoda, une autre organisation criminelle de Marseille. Les autorités ont déployé des CRS pour sécuriser la zone, mais les tensions persistent, alimentées par des menaces sur les réseaux sociaux. Le préfet de police, Corinne Simon, promet des opérations coup de poing en 2026 pour déstabiliser ces réseaux implantés. De la mairie à la prison, mercredi, Gaël Perdriau, ancien maire LR de Saint-Étienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Il a été condamné à 4 ans de prison ferme avec exécution provisoire pour une affaire de chantage à la vidéo intime envers son premier adjoint. Reconnu coupable en décembre dernier de chantage, d'association de malfaiteurs et de détournement de fonds publics, il avait démissionné de ses mandats de maire de Saint-Étienne et de président de Saint-Étienne Métropole. Il a fait appel et son avocat a déposé une demande de remise en liberté similaire à celle dont a bénéficié récemment Nicolas Sarkozy. La tempête Goretti s'abat sur le nord de la France. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des rafales devraient atteindre 160 km/h. Le département de la Manche sera placé en vigilance rouge de 21h à 3h du matin. 24 départements du nord-ouest de la France sont en vigilance orange, vent violent. Plusieurs lignes de train vont être arrêtées ce jeudi soir. La circulation ferroviaire sera suspendue en Normandie à partir de 19h. Certaines lignes en Bretagne ont été suspendues en milieu d'après-midi. Notons aussi que 3 départements restent placés ce jeudi en vigilance orange, neige, verglas, la Haute-Savoie, la Savoie et le Vaucluse.
Même les publicitaires n'en peuvent plus des normes. Lidl France annonce l'arrêt de ses investissements publicitaires en télévision linéaire, invoquant une réglementation trop rigide héritée des années 90. L'enseigne va donc réorienter ses budgets vers le numérique. Cette décision fait suite à une condamnation en juillet 2025 à 43 millions d'euros d'amende pour pratiques commerciales trompeuses liées à 374 spots entre 2017 et 2023, promouvant des offres non disponibles 15 semaines, comme exigé par la loi. Lidl conteste ce verdict devant la Cour de cassation. L'impact est majeur, la télévision représentait 22% des investissements de Lidl en 2025, contre 0% prévu en 2026. L'enseigne maintient ses pubs en presse écrite, mais alerte sur le risque pour le financement des médias français face aux géants du web comme Google ou Meta. L'actualité internationale en bref. Minneapolis, un enterre à l'américaine. Mercredi, dans la ville du Minnesota, une femme de 37 ans a été tuée par un agent de la police fédérale de l'immigration. Selon une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, elle était au volant de son véhicule lorsque les policiers l'ont sommée de s'arrêter. Elle a alors démarré brusquement face à un policier qui a alors tiré un coup mortel. Pendant que le FBI a lancé une enquête, l'administration Trump évoque la légitime défense, une version contestée par la gauche pro-immigrationniste qui a lancé des manifestations. Au Yémen, le chef des séparatistes du Sud, Aidarous al-Zubaydi, leader du Conseil de transition du Sud, s'est réfugié à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis, selon la coalition menée par l'Arabie saoudite. Cette fuite nocturne est survenue dans la nuit de mardi à mercredi, alors qu'il était attendu à Riyad pour des pourparlers visant à apaiser les conflits internes. Al-Zubaydi a quitté Aden en bateau vers le port de Berbera au Somaliland, puis a pris un avion sous supervision émirati, avec une escale à Mogadiscio, avant d'atterrir dans un aéroport militaire d'Abu Dhabi. Cette évasion intervient après des combats intenses. Les séparatistes avaient conquis des territoires dans les provinces de Hadramout et Mara en décembre, mais ont été repoussés début janvier par les forces gouvernementales soutenues par Riyad. La coalition dénonce cette fuite comme un obstacle à la résolution du conflit. Le Burkina Faso a déjoué une tentative de coup d'État dans la nuit du 3 au 4 janvier, visant le capitaine Ibrahim Traoré. Le complot, orchestré depuis le Togo par l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba, prévoyait des assassinats ciblés, dont celui du président. Le ministre de la Sécurité Mamadou Sana a annoncé le 6 janvier sur la RTB que les services de renseignement avaient neutralisé la menace et que la situation était sous contrôle. Plusieurs arrestations ont visé des militaires et civils proches du pouvoir, dont le responsable des drones. Des partisans du régime se sont massivement mobilisés dans les rues de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso pour soutenir Traoré. Un important dispositif sécuritaire a été déployé autour des casernes clés. Cet épisode marque une nouvelle tentative avortée depuis la prise de pouvoir de Traoré en 2022. La Corée du Sud et la Chine normalisent leurs relations après des années de tensions. Le président sud-coréen Lee Jae-myung, en visite à Pékin du 5 au 7 janvier, a signé avec Xi Jinping des accords commerciaux historiques de 44 milliards de dollars impliquant Samsung, LG, Alibaba et Tencent. Ces accords mettent fin au boycott chinois lancé en 2017 dans la foulée de l'achat d'un bouclier antimissile américain THAAD. Parallèlement, Séoul a demandé à Pékin d'intervenir pour freiner le programme nucléaire nord-coréen. Lee Jae-myung a sollicité un gel des activités de Pyongyang en échange d'une compensation face au tir de missiles de Kim Jong-un. La Chine se dit prête à jouer un rôle constructif tout en prenant la patience. Ce soir immédiat et demain vendredi dès 7h, vous pourrez retrouver votre Zoom avec le juriste Bertrand Saint-Germain qui dénonce la République des juges contre le peuple. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.